Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois François Rochon de Giverny Capital. Bienvenue François et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc François, j'aimerais que vous m'expliquiez c'est quoi votre parcours en fait comme entrepreneur et bien entendu que vous me présentez votre compagnie. En gros, il y a bien longtemps, j'ai commencé à m'intéresser aux arts et le premier peintre que j'ai aimé, c'était Claude Monet, alors, le fameux peintre impressionniste, qui vivait à Giverny. Donc, quand j'ai eu terminé mon baccalauréat en génie, donc j'ai étudié en sciences, je suis allé à Giverny, j'ai trouvé ça tellement magnifique, féerique, là, vraiment. J'ai eu ce rêve-là à ce moment-là. Ce serait le fun de faire au Québec un endroit comme ça, un peu magique, où il y aurait cette communion avec la nature, le beau et les arts. Donc, faire un peu un musée d'un endroit comme à Giverny, mais au Québec. Donc là, ben, j'ai réalisé l'ampleur de ce rêve-là, puis les ressources qui seraient nécessaires. Et j'ai vite conclu que ingénieur, c'était probablement pas la meilleure voie à suivre pour bâtir une fortune. Donc, je m'étais toujours intéressé à la bourse. C'était pas un monde que je connaissais, que je comprenais, mais je savais que c'était un monde qui pouvait se bâtir des fortunes. Donc, j'ai lu plus sur l'investissement. Et bon, assez rapidement, j'ai découvert Warren Buffett, qui est probablement le plus grand investisseur de tous les temps. Et bon, j'ai écrit une lettre à Omaha, là, c'était avant l'Internet, là, et il m'a envoyé une liste de rapports annuels, un paquet de listes de rapports annuels, de pas mal de ce qu'il écrivait depuis les années 70 pour sa compagnie Berkshire Hathaway. Et bon, j'ai lu tous les rapports annuels. Chacun est assez volumineux, 30-40 pages, donc on apprend beaucoup de choses. Et c'est un peu comme un cours accéléré en finance avec le plus grand financier d'histoire. Et ça m'a donné des piqûres, donc bon, là, je saute des étapes, là, Bon, mais c'est bon. C'est une belle j'ai histoire quand commencé même. ouais, ouais, j'ai commencé à gérer de l'argent. Bon, au début, c'était moi puis ma famille. Puis bon, j'ai eu un certain succès avec l'approche de Warren Buffett. Et là, en 98, j'ai décidé de partir ma propre firme de gestion de portefeuille. Et j'ai appelé ça Giverny Capital parce que c'est pour justement bâtir le capital pour le futur Giverny. Donc, ça fait à peu près 25 ans maintenant. Et bon, l'approche était assez simple, là. C'était d'avoir un portefeuille modèle qui était investi dans des compagnies de qualité, des compagnies publiques qu'on achetait à la bourse, que je conserve en moyenne 7, 8, 9, 10 ans même parfois. Et j'achetais pour les clients les mêmes titres que pour mon portefeuille. Donc, on était vraiment dans le même bateau. Encore là, inspiré par Warren Buffett. Et c'est ça. Depuis ce temps-là, je continue à investir en bourse sur cette approche-là. Les résultats ont été, somme toute, assez satisfaisants. La compagnie, ça s'est fait lentement, là, mais a quand même pris de l'ampleur. Et aussi, j'ai commencé parallèlement à bâtir une collection corporative là, qui va être la collection qui, si tout va bien un jour, sera léguée à un musée là, privé là, que je mettrai sur pied et qui serait éventuellement redonné à la société. Là. Donc, et bon, je consacre une partie des profits d'entreprise à l'acquisition d'œuvres d'art. Donc, il y a un peu ces deux activités-là qui semblent un peu contradictoires, mais qui, dans les faits, se ressemblent passablement de l'activité d'investir dans des entreprises, de bâtir un portefeuille de compagnie et l'activité de bâtir une collection d'œuvres d'art que j'ose croire de grande qualité. Là. C'est vraiment la même activité de sélectionner euh, la crème de la crème, là. La crème des compagnies, la crème des œuvres d'art. Là. Puis, tu sais, Et c'est une toujours, façon de, des fois, peut-être dire, OK, on prend un certain risque calculé dans une compagnie, même chose avec l'art, de dire, OK, il y a une tendance qui s'en va dans tel type d'art, et là, vous voyez un artiste en croissance. Fait que c'est un peu, j'imagine, la même affaire que les business, de regarder un peu les tendances, puis c'est un risque, mais un risque calculé. ben, j'essaie toujours de réduire la partie, on va dire, risquée là, au plus bas possible. Bon, on fait des erreurs, il y a des choses qui ne tournent pas comme on voudrait, c'est normal, là, mais
Je pense dans l'ensemble, j'ai pas une approche très risquée. J'essaie vraiment de trouver, que ce soit pour des artistes que pour des compagnies, là, je pense en focusant sur euh, autant des compagnies déjà établies que des artistes déjà assez établis, ben, le risque d'erreur est somme toute assez faible, là. Mais bon, c'est sûr que j'en fais, là, surtout dans les placements boursiers, là, c'est presque inévitable d'avoir un certain nombre d'investissements qui malheureusement ne fait pas comme on voudrait, là. Mais bon, je pense qu'il faut accepter ça, là. Ça fait partie de cette activité-là. sais, quand ça fait 25 ans, j'imagine, là, vous êtes rendu avec une équipe, j'imagine, pour vous aider dans tout ça. Est-ce que vous avez quelques employés avec vous? Ouais, on est rendu 25, donc Quand même, hein, c'est quand même pas d'activité. Ouais. une bonne grande équipe. Oui, oui, donc certains sont affectés à l'analyse des compagnies, d'autres aux opérations, administration, service à clientèle, informatique aussi, c'est quand même un poste important maintenant. Bon, aussi conformité, là, parce qu'on est un domaine extrêmement réglementé, là. Donc, c'est ça, oui, c'est vrai que ça a lentement pris de l'ampleur. Tout à fait. Je peux être fière, en tout cas, c'est certain. Quand on part d'un rêve, tu sais, ce que je retiens dans ce que vous me dites, c'est quand on part d'un rêve, mais là, après, on prend les moyens pour atteindre notre rêve. Fait que, tu sais, de dire, OK, je veux faire ça, qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend de l'argent. Là, je m'intéresse à la bourse. Oui, il y a la passion, parce que, tu sais, si la bourse, ça n'avait pas été passionnant, puis même si Warren Buffett lui-même vous avez envoyé des documents, vous faites comme wash, ben peut-être que vous auriez pris un autre moyen pour atteindre votre rêve, mais là, tout est bien qui finit bien dans votre histoire. À travers tout ça, toute cette belle histoire-là, tu sais, il y a eu des apprentissages. Tu sais, souvent, on vit des hauts, des bas, on traverse des périodes. Tu sais, on a eu tu sais, la COVID dernièrement, entre autres, tu sais, qui est un élément. Mais dans tout votre cheminement de carrière, ça serait quoi vos plus grands apprentissages que vous avez faits? Je pense que c'est l'importance de la patience. C'est comme planter un arbre là, de bâtir une entreprise, là, tu sais. C'est un long, long processus. On passe plusieurs saisons. Et si on trouve qu'un arbre peut se passer vite, puis à un moment donné, on se tente, on l'arrache, on en plante un autre, on n'aura jamais de grand arbre, là. Donc, c'est n'importe quoi qui, je pense, important prend du temps à bâtir. Donc, faut être patient. Puis, c'est pas. Je pense que l'être humain en général aime ça que les choses aillent vite, là. Mm. C'est un domaine. C'est sûr qu'il y a des entreprises miraculeuses qui, quasi du jour au lendemain, ont un succès quasi instantané, mais c'est plus des exceptions. La plupart des grandes entreprises, ça s'est bâti sur plusieurs décennies, là. Donc, je pense à la patience, mélangée avec de la persévérance, là. C'est jamais trop clair laquelle qualité qui est la plus importante des deux, là, mais ça prend une combinaison de ça, de persévérance et de patience. Ah, ça me parle aujourd'hui, merci. Je prends le message. Je prends le message, puis je suis pas mal certaine que ça va parler à plusieurs entrepreneurs aussi, parce que à quelque part, puis surtout dans le domaine de l'innovation technologie, il y en a, comme vous dites, qui font des startups, puis que ça devient des succès, puis se font acheter tout de suite par une grosse boîte. Puis c'est souvent ça que je m'entends comme message. Ben moi, j'aimerais ça, puis je m'en vais sur les marchés publics parce que justement, je veux me faire voir, puis me faire acheter. Mais c'est comme un joueur de hockey, tu sais, on va parler de hockey, c'est la période de ces temps-ci, mais c'est ça, tu sais. Il y en a combien qui vont se rendre à la Ligue nationale, mais il y en a combien qui ont travaillé fort pour y arriver. Puis il y en a qui vont faire une super carrière sans être dans la Ligue nationale, puis gagner leur vie avec ça, ou avoir tout simplement du plaisir, puis ça fait un beau sideline pour le social. Fait que je vous entends, puis je pense que la clé de patience, de persévérance, puis l'analogie avec l'arbre, je pense que c'est bien, parce que tu sais, souvent on a une petite pousse dans notre jardin, puis on se dit c'est une mauvaise herbe, finalement, c'était peut-être la plus belle fleur de notre jardin. Donc, tout à fait. Merci de cette analogie-là. À travers aussi votre carrière puis votre entreprise, comment vous êtes resté inspiré, connecté avec votre business? Ben, je pense qu'il faut aimer, puis tu l'as dit, là, tu sais, faut aimer ce qu'on fait, c'est sûr. Donc, puis il faut nourrir ça des fois parce que il y a des moments difficiles. Bon, c'est sûr qu'on investit à la bourse, on a des fois des marchés baissiers, là, la bourse baisse des fois drastiquement, rapidement, là. Alors, il faut être capable de composer avec ça, puis il faut être capable de garder toujours l'œil sur le long terme. Je pense qu'il faut avant tout aimer ça, là. Et c'est bon, ben, quoi qu'il arrive, je vais passer à travers les hauts et les bas, là, surtout les bas, là.
Puis, je dirais ce qui a été probablement ma source de ressourcement, là, c'est pas Ouais. drôle comme phrase, là, mais c'est d'aller à chaque année à l'assemblée de Warren Buffett là, à Omaha, Nebraska, justement en janvier, là, c'était en fin de semaine dernière. Là. Donc, d'aller écouter là, Warren Buffett et Charlie Munger pendant 6 heures, le premier samedi du mois de mai à chaque année. C'est une espèce de pèlerinage là, où on se reconnecte là, c'est quoi qu'on aime dans ce travail-là, dans ce business-là. Là. Puis c'est tellement Mm. des héros, des modèles inspirants là, que moi, en tout cas, à chaque fois que j'en reviens, je me dis, OK, ouais, c'est vraiment ce que j'aime le plus, là, ce côté-là. C'est un mélange, oui, on fait de la finance, de la business, mais il y a des raisons profondes, puis il y a des philosophies profondes en arrière de ça. Là. Mm. Puis ça, je pense que c'est important de jamais perdre ça de vue. Non, puis tu sais, je pense qu'il faut trouver le moyen, vous l'avez dit, tu sais, une fois par année, il faut que je me reconnecte avec mon fameux why, le fameux pourquoi que je suis partie en business initialement, puis de rester inspirée. Tu sais, souvent on se dit, ouais, je vais rester inspirée, puis on embarque dans le train-train quotidien, puis là, on oublie notre fameuse raison d'être, là. Souvent, j'ai d'autres termes, moi, c'est les l'ikigai, là, qui est vraiment notre fameux why de Simon Sinek, mais ça reste que c'est vraiment la clé. Puis, c'est de trouver notre façon de nous connecter. Puis, tu sais, votre exemple, c'est bon, une fois par année, tu sais, on a un anniversaire, puis c'est le premier samedi du mois. Je trouve ça, c'est un bon truc aussi à mettre en place. Dans votre équipe, tu sais, souvent, on va parler de clients, on va parler, puis, tu sais, je vous laisse, je vous ouvre la porte, prenez le chemin qui vous intéresse. Ça serait quoi un peu le client idéal ou l'équipier ou le membre de votre équipe idéal que vous pourriez rechercher pour se joindre à votre équipe ou un client idéal que vous recherchez actuellement? En termes d'associés, on va dire ce mot-là, là, associé d'affaires à Giverny, c'est sûr que ça prend des valeurs compatibles, similaires, là, qui est d'abord l'intégrité. Quand on gère l'argent des autres, il faut que ce soit la qualité suprême. Là. Puis deuxièmement, avoir une vision à long terme, puis de ne pas être pressé, puis de vouloir bâtir aussi. Puis je dirais, des fois, je m'assois et je regarde, bon, il y a beaucoup de personnes clés, là. Je ne peux pas en nommer juste une, il y en a plusieurs, je vais revenir, là. Mais je trouve qu'ils ont des qualités complémentaires. Chacune de ces personnes-là ont des qualités qui sont différentes des autres, puis que moi, je n'ai pas. Donc, je pense que c'est important là, parce que c'est impossible d'avoir toutes les Ouais. qualités nécessaires dans l'entreprise. Là. Des fois, même, il y a des qualités qui sont un peu comme contradictoires. Donc, je pense que c'est important de s'entourer de gens, oui, qui ont les mêmes valeurs, mais qui ont aussi des qualités complémentaires. Là. Est-ce que vous l'avez fait de façon délibérée? Avez-vous une personne dans l'équipe ou vous-même qui avez décidé de regarder un peu, OK, on a telle force. Tu sais, oui, ça prend des compétences, je pense, clés. Tu sais, vous l'avez dit tantôt pour la conformité, c'est pas les mêmes compétences que pour l'aspect plus de connaissances au niveau des investissements financiers. Mais est-ce que vous avez, de façon délibérée, choisi les personnes pour qu'ils soient de qualité complémentaire? Mais c'est un peu un accident parce que tu n'as pas pensé comme ça au début. En fait, quand j'ai commencé, j'étais prêt j'ai été, les 4 premières années, j'étais tout seul. Là. Donc, j'étais prêt aussi à faire ça longtemps tout seul s'il fallait. La première personne qui s'est joint à Géry, c'était Jean-Philippe Bouchard là, en 2002, donc ça fait 21 ans maintenant. Et ce que Jean-Philippe m'a apporté, c'était quelqu'un qui avait des grandes capacités sociales. Là. C'était quelqu'un qui aime parler aux gens, qui s'intéresse aux gens d'affaires, qui aime ça parler de business avec les gens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je me suis amélioré avec les années, là, mais je suis quelqu'un qui aime lire. Là. Moi, une journée idéale, c'est j'ai une pile de rapports annuels, état financier, puis je lis un livre sur un grand investisseur ou sur un grand entrepreneur, puis bon, je prends un café le matin, puis je suis correct. Là. Mais lui, il trouve sa stimulation vraiment à discuter, parler avec des analystes, parler avec d'autres personnes d'affaires. Donc, il y avait des qualités que moi, je n'ai pas. Là. Puis, cette expérience-là, cette première personne-là avec qui j'ai travaillé, ben, ça m'a ouvert les yeux que là, je sais que c'est un stéréotype, là, 1 plus 1 égale 3, là, mais c'est vrai que je l'ai réalisé que j'y gagnais. Là, donc, je pense que j'ai continué
par la suite, à trouver des personnes qui étaient un autre morceau du puzzle, puis qui apportaient d'autres qualités complémentaires, puis qui se sont rajoutées, là. Que ce soit une Karine Primo, Nicolas Descuyer, ou Laetitia Lehoux, ou, François Campeau, Hugo Frappier. Je ne veux pas l'oublier, là, donc, mais Il y en a 25. chaque personne a Ouais. vraiment apporté un morceau complémentaire et important. Je trouve ça super inspirant ce que vous dites parce que souvent, ça arrive par défaut. Tu sais, par accident, on rencontre quelqu'un sur notre route, puis tu sais, je regarde dans mes clients, puis c'est un peu la façon que c'est arrivé. Puis c'est aussi dans ces moments-là, des fois qu'on se trompe parce qu'on ne le sait pas ce qu'on ne sait pas. Souvent, je dis, ben, tu rencontres une personne, tu penses que c'est la bonne, tu penses que ça va être le bon fit. Les valeurs semblent à la bonne place, les compétences semblent aussi sur papier être à la bonne place, mais des fois, il y a un choc dans l'entreprise, puis on se dit, ah, il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Fait que là, Parce que ouais, le quotidien, c'est un dur test là, pour des relations autant familiales, des relations dans un couple que dans une entreprise. Là, tu sais, des humains qui passent beaucoup de temps ensemble, qui passent des épreuves ensemble. Là, c'est un test. Là. C'est pas toujours facile là, de faire marcher ça. Là. Donc, en parlant d'épreuves, tu sais, vous n'avez vécu, j'imagine, au cours des 20 dernières années avec Jean-Philippe et le reste de l'équipe. Ça serait quoi, justement, un moment où vous dites, OK, quand il y en a un, on a vécu j'appelle ça des chaos semi-contrôlés, là, parce que des fois, on se dit, on le contrôle, mais des fois, il y a un petit morceau qui, oups. Ça serait quoi des conseils que vous pourriez donner ou, tu sais, un exemple que vous avez vécu, puis qu'avec votre équipe, vous avez fait comme, OK, là, on a fait telle chose, puis ça a été un game changer pour notre équipe. ben, de mémoire, la période la plus difficile, c'était les années avant la grande récession de 2008-2009, les Ouais. années 2006-2007. Parce que nous, on investit beaucoup à l'étranger, à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Et nos rendements étaient un peu amputés par la très forte hausse du dollar canadien dans ces années-là. Je pense que je ne sais plus exactement, ça fait quand même quelques années. Là. Je pense qu'en 2007, le dollar canadien avait monté de 15. On avait beau avoir eu des rendements corrects là, aux États-Unis, on partait 15 en arrière là, à cause de la devise. Et ça a été difficile pour les clients aussi là, d'accepter ça. Là. Donc, surtout qu'il y avait l'option d'investir au Canada plus, puis ils nous comparaient parfois au marché canadien. Là. Donc, ça a été assez difficile pour notre business à ce moment-là. Mais bon, il y a deux choses. D'abord, j'étais confiant qu'on avait des bons titres en portefeuille qui éventuellement remonteraient, mais aussi que, à mon avis, je ne pensais pas que le dollar canadien méritait d'être au pair comme il a été pendant quelques années à ce moment-là, aidé là, par la force du pétrole dans les années 2006-2007. Et j'ai été plusieurs années, bon, j'ai quand même étudié la question en profondeur, là, à penser que le dollar canadien, la juste valeur, c'est complexe, les devises à évaluer, là, mais c'était quelque chose entre 75 cents et 80 cents pour le dollar canadien. Donc, quand il était au pair, il était probablement surévalué de 20 et plus. Là. Et quand je regarde ça, on est là 15, 16, 17 ans plus tard, ben, le dollar est aujourd'hui à 74, 75 cents. Donc, il est revenu à la normale. Là. Dans ma vision biaisée des choses, le bon sens l'a emporté, puis la valeur l'a emporté, puis il est revenu à un niveau normal et finalement, nos titres nous ont récompensés. Mais ça a été souffrant pendant quelques années. Là. Ça a été difficile, puis il fallait garder la foi, puis il ne fallait pas surtout abdiquer, puis Mm. changer de Arracher l'arbre. ben, changer de philosophie à un moment Ouais. difficile. Là. C'est ça qui Ouais. est le plus dur dans la business de gestion de Ouais. portefeuille. Parler de contrôle, on ne contrôle pas les fluctuations boursières, on ne contrôle pas non plus les fluctuations de devises. Là. Ça fait partie de ce qu'il faut accepter de composer avec. Et c'est un peu le paradoxe de la bourse, puis ça s'applique probablement aussi plus que la bourse, là, les marchés financiers en général. Là. C'est qu'à court terme, la bourse est imprévisible et irrationnelle, mais à long terme, elle finit toujours par refléter la juste valeur des compagnies. Donc, si on focus sur la valeur des compagnies, éventuellement, on va être récompensé. Sauf qu'éventuellement, ça peut être plus qu'un an ou deux, là, ça peut être 5, 6, 7 ans. Là. Donc, il faut avoir, si je reviens à ça, là, ça prend la patience là, pour endurer les moments plus difficiles où on n'est pas en faveur, notre style n'est pas en faveur. Donc, je dirais que ça a été ça, le plus gros test de notre business pendant ces années-là, 2006-2007. Évidemment aussi 2008-2009. Donc, on était plus frappé par le dollar canadien, mais on a été frappé par une grosse récession. Là. Mais bon, on a gardé le cap, puis on a passé à travers. Puis je pense qu'on avait choisi des compagnies solides
qui justement était bâti pour pouvoir passer à travers les récessions, là. Donc, et c'est encore comme ça qu'on investit aujourd'hui, là. D'ailleurs, Aujourd'hui, c'est on ça. parle encore de récession possible en 2023, mais on est prêt. On a accepté ça. Puis, on ne change pas notre stratégie, mais on a accepté que ça fait partie de la vie de tout entrepreneur, de toute personne qui est dans le monde de la finance. Il va y avoir des récessions, il va y avoir des corrections boursières. Il faut composer avec ça. Puis je pense que les gens qui essaient de les prévoir, je pense qu'habituellement, ça ne fonctionne pas, là. Non, c'est ça, c'est de garder, c'est d'étudier, comme vous l'avez dit, vous avez étudié, vous avez regardé, vous avez fait vos recherches, mais la stabilité, garder le cap, puis de regarder, on fait pas semblant, c'est comme pas les œillères, on lit, on regarde, on s'informe, mais notre stratégie, on la garde, puis à long terme, ça paye. Fait que je pense que c'est C'est un un mélange d'optimisme rationnel, tu sais. C'est un optimisme rationnel. optimisme, mais qui est basé sur la raison, là, qui est basé sur des bonnes raisons. On a toutes les raisons d'être optimiste, là. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un optimisme euphorique là, qui manque, qui a une certaine déconnexion avec la réalité, là. C'est pour ça que j'utilise le terme un optimisme rationnel, là. J'aime ça, j'aime ça. C'est une bonne expression. Puis justement, en terminant, en allant dans la fin de notre rencontre aujourd'hui, souvent j'invite les gens à nous partager une quote ou peut-être une expression que vous avez. Ça peut être quelque chose de familial, ça peut être justement Warren. Moi, j'en cite plusieurs citations de Warren Buffett. Donc, je vous laisse le mot de la fin avec une citation inspirante. Tu sais, oui, l'optimisme rationnel, j'adore, je vais le reciter assurément, mais je vous laisse le mot de la fin pour la citation inspirante. Je dirais que c'est probablement Warren Buffett, là. Je ne sais plus c'est dans quelles circonstances, puis exactement les mots précis, mais ça ressemblait à l'intégrité, c'est traiter les autres comme on voudrait être traité si les rôles étaient inversés. Donc, que ce soit pour les employés ou des clients ou des associés ou toutes les personnes avec qui on fait affaire dans le monde l'entrepreneurship, dans le monde de la finance, ben, c'est toujours traiter les autres comme on voudrait être traité si on était à leur place. Donc, c'est pas nécessairement de l'altruisme, là. C'est vraiment Mhm. de dire, ben, regarde, la façon rationnelle, hein, on va revenir à ce mot-là, de traiter les autres, ben, si moi j'étais à leur place, comment moi je voudrais être traité? Je pense que c'est une belle citation de Warren Buffett. Ouais, puis c'est une belle parce que souvent on parle du mot intégrité, puis il y en a beaucoup, tu sais, qui vont le mettre dans leur valeur d'entreprise. Nous, on l'a aussi avec son coach, mais de le simplifier de cette façon-là, je pense que ça parle beaucoup, tu sais, de le ramener à traiter les autres comme on veut être traité. Ben, si on est intègre, peu importe en entreprise ou dans nos relations interpersonnelles, je pense que ça va être gagnant-gagnant. Fait que, très bien. Ben, merci beaucoup, François. D'avoir accepté mon invitation. Je vais inviter les gens aussi à aller voir un peu les collections, voir bien entendu ce que JVN Capital fait, votre équipe solide, puis s'ils ont besoin de conseils financiers, de faire appel à vous avec l'expertise puis l'expérience que vous avez. Je suis certaine qu'ils vont retrouver de bons conseils dans votre entreprise. Donc, merci encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci.